Nous sommes des machines à reproduire des gènes. Cette phrase, prononcée par Richard Dawkins dans son ouvrage Le gène égoïste, a bouleversé la science en 1976. Cette idée que les gènes peuvent agir égoïstement a transformé la biologie évolutive, remettant en question le lien entre altruisme et survie. Darwin, en posant les bases de la sélection naturelle, offrait une vision où la coopération et la compétition coexistaient. Mais l'idée de Dawkins, que les comportements altruistes peuvent découler d'une stratégie pour transmettre ces gènes, a créé une onde de choc. Au lieu d'être des actes désintéressés, ces comportements deviennent des moyens de garantir la pérennité de ses propres gènes. Un sacrifice pour ses congénères peut ainsi maximiser la transmission génétique. Cette théorie a suscité des débats passionnés. Critiquée pour justifier des comportements jugés immoraux, elle a aussi résonné dans la culture populaire, influençant la psychologie, la sociologie et même l'économie. Si nos comportements altruistes sont motivés par l'égoïsme génétique, que reste-t-il de notre libre arbitre? Les années 1970, marquées par des bouleversements sociaux, ont vu Dawkins offrir une vision provocante de notre identité humaine. Sa théorie n'est pas qu'une exploration biologique, mais une quête pour comprendre l'amour, l'aide et la trahison. Le gène égoïste est une rupture dans l'histoire de la science. En plaçant les gènes au cœur de l'évolution, Dawkins a modifié notre perception des comportements humains. L'altruisme, loin d'être désintéressé, apparaît comme une stratégie de survie. Les abeilles, par exemple, protègent leur ADN commun en se sacrifiant pour la reine. Cette observation change notre compréhension des relations et des dynamiques sociales. Au lieu de voir l'humain à travers une moralité universelle, nous sommes invités à analyser les comportements sous le prisme de la biologie. La théorie du gène égoïste a redéfini notre compréhension de l'évolution et de la moralité. Les comportements altruistes, la coopération et même l'amour peuvent maintenant être envisagés comme des stratégies génétiques. Dawkins nous pousse à examiner comment nos gènes influencent nos choix de partenaires, nos amitiés et notre comportement en société. Cela remet en question notre vision traditionnelle de la moralité. Cette théorie éclaire les comportements de compétition et d'agression. La lutte pour des ressources devient une danse complexe, où chaque mouvement est dicté par l'évolution des gènes. L'héritage de Dawkins va au-delà de la biologie, nourrissant aussi réflexions éthiques et philosophiques. En déchiffrant notre nature humaine, il nous pousse à reconsidérer notre place dans le monde. Au lieu d'un simple mécanisme biologique, le gène égoïste devient une clé pour comprendre les dynamiques sociales et les motivations humaines. Les idées de Dawkins sont désormais fondamentales dans les débats contemporains sur l'éthique et la coopération. Elles interrogent notre capacité à agir pour le bien commun dans un monde interconnecté. Dans des situations de crise, les comportements égoïstes et altruistes s'affrontent. Le dilemme du prisonnier illustre comment la coopération ou la trahison se manifeste. Ce cadre théorique enrichit notre compréhension des relations humaines. Nos choix, nos comportements et nos valeurs sont façonnés par ces réflexions. En intégrant ces idées dans notre quotidien, nous questionnons ce que signifie être égoïste ou altruiste. L'héritage de Dawkins est un appel à l'exploration, à la compréhension et à l'engagement. C'est un défi à relever, un voyage vers une plus grande empathie et responsabilité. Les mots de Dawkins continuent de résonner, nous rappelant que la quête de compréhension est un voyage sans fin. Charles Darwin, à la fin de sa vie, regardait avec un mélange de satisfaction et d'inquiétude l'héritage qu'il laissait derrière lui. Dans son livre L'origine des espèces, publié en 1859, il avait défendu une idée révolutionnaire, la sélection naturelle, un processus par lequel les individus les mieux adaptés à leur environnement avaient plus de chances de survivre et de se reproduire. Ce qui était à l'origine une simple observation sur la nature des pinsons des Galapagos, finissait par devenir un pilier central de la biologie moderne. Durant son voyage sur le HMS Beagle, de 1831 à 1836, Darwin avait été témoin de phénomènes naturels qui avaient fortement influencé ses idées. Il se souvient de l'archipel des Galapagos, où il avait observé comment les oiseaux avaient évolué en fonction des îles. Chaque île abritait des espèces de pinsons au bec adapté à leur régime alimentaire spécifique. Ce détail, semblant anodin, était en fait une clé pour comprendre la diversité des espèces. Les îles, baignées par l'océan Pacifique, avec leurs paysages volcaniques et leurs plages de sable blanc, avaient été le théâtre d'un véritable laboratoire naturel. Darwin y avait passé des mois à collecter des spécimens, à prendre des notes et à se questionner sur la nature même de la vie. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'immense variété de formes de vie qui nous entourent », écrivait-il dans son journal, et à la manière dont elles sont façonnées par le temps et les conditions de leur environnement. Ce voyage n'avait pas été sans épreuves. Darwin avait souffert de maladies, de la solitude, et avait souvent été plongé dans des doutes profonds. Dans les forêts tropicales de l'Amérique du Sud, il se souvenait de la chaleur étouffante et des moustiques qui l'assaillaient, mais il vivait aussi des moments de pur émerveillement face à la beauté de la nature. « Nous sommes si petits dans l'immensité de ce monde », réfléchissait-il. Et pourtant, chaque petit détail de cette création mérite d'être compris. De retour en Angleterre, il s'était retrouvé dans un environnement socio-culturel si différent. Le débat scientifique était animé, mais la société victorienne était profondément ancrée dans des croyances religieuses traditionnelles. Remettre en question l'origine de l'homme était alors un acte de bravoure.
Les convulsions de la pensée religieuse face à des découvertes scientifiques étaient palpables. Ses contemporains, comme le paléontologue Richard Owen, n'avaient pas manqué de le critiquer. Comment, après tout cela, oser affirmer que l'homme n'est pas une création divine unique, s'interrogeait Owen, défendant sa vision catastrophiste de l'évolution. Darwin avait également été très influencé par les travaux de Thomas Malthus, économiste et démographe. Dans son essai Un essai sur le principe de population, publié en 1798, Malthus avait souligné que les populations avaient tendance à croître plus vite que les ressources disponibles, entraînant ainsi des luttes pour la survie. Cette notion de lutte était au cœur même de la théorie de la sélection naturelle. Les idées de Malthus avaient résonné en Darwin. L'idée que les espèces devaient constamment s'adapter ou périr dans un environnement changeant était devenue un fondement de sa pensée. Alors que la publication de l'origine des espèces s'approchait, Darwin ressentait la pression. Il savait que ses idées allaient provoquer un tumulte. Il y a des vérités qui doivent être dites, même si elles dérangent, se disait-il. Son épouse, Emma, partageait ses inquiétudes. Elle craignait que le travail de son mari ne déclenche des réactions hostiles. Peut-être que certaines vérités devraient rester cachées, avait-elle murmuré, préoccupée par les conséquences d'une remise en question des dogmes établis. Le jour de la publication, le 24 novembre 1859, il avait été submergé par un mélange d'excitation et d'anxiété. En ouvrant les premières pages du livre, il avait su que sa vie ne serait plus jamais la même. Les critiques avaient fusé. Des scientifiques, des théologiens et même des journalistes s'étaient ligués contre lui, clamant que ses idées étaient contraires à la foi et à la moralité. Mais il y avait aussi des voix admiratives, comme celle de Thomas Huxley, surnommé le bulldog de Darwin, qui avait courageusement défendu ses théories dans les salons victoriens. Huxley avait vu dans les idées de Darwin un moyen de libérer la science des chaînes de la religion. La controverse s'intensifiait au fil des ans. En 1860, lors de la célèbre réunion de l'Association britannique pour l'avancement de la science à Oxford, un débat enflammé avait lieu entre Huxley et l'évêque Samuel Wilberforce. Wilberforce, incendiaire et charismatique, se moquait de l'idée que l'homme descendait d'un ancêtre commun avec les singes. Huxley, avec une éloquence percutante, avait répondu qu'il préférerait plutôt descendre d'un singe que d'un homme qui utilisait sa position pour défendre l'ignorance. Ce débat marquait un tournant décisif dans la réception de la théorie de Darwin. Il ne s'agissait plus simplement d'une question scientifique, mais d'un affrontement entre la science et la foi, entre le savoir et le dogme. Les années qui avaient suivi la publication de L'origine des espèces avaient été marquées par des avancées scientifiques notables. Les découvertes en génétique, notamment celle de Gregor Mendel sur l'hérédité, avaient fourni un socle solide à la théorie de Darwin. Les idées de Mendel sur la transmission des caractères avaient été redécouvertes à la fin du XIXe siècle, renforçant ainsi le lien entre la biologie et l'évolution. Ce nouvel éclairage avait permis de mieux comprendre les mécanismes de la sélection naturelle, faisant de Darwin non seulement un précurseur, mais aussi une figure incontournable de la biologie moderne. Mais Darwin n'était pas qu'un homme de science. Il était également sensible aux répercussions de ses idées sur l'humanité. Il savait que ses théories pourraient être détournées à des fins idéologiques, chuchotées par des voix extrêmes qui se serviraient de ses travaux pour justifier des idées de supériorité raciale. Toutefois, il était convaincu que la science devait avancer. Dans ses écrits ultérieurs, comme La descendance de l'homme, publié en 1871, il avait abordé les implications morales de ces découvertes. « Nous sommes tous frères dans ce vaste monde », affirmait-il, plaidant pour une compréhension universelle fondée sur l'évolution. Alors que les années passaient, la santé de Darwin commençait à décliner. Il souffrait de divers maux physiques, mais son esprit demeurait alerte. Il continuait à explorer, à observer, à écrire. À chaque nouvelle découverte, il ressentait la responsabilité d'éclairer le chemin pour les générations futures. Dans ces derniers jours, alors qu'il rédigeait ses pensées finales, il se remémorait son voyage sur le Beagle. « Chaque pas que j'ai fait sur cette terre, chaque créature que j'ai observée, a été un pas vers la compréhension de notre place dans l'univers, écrivait-il. L'héritage de Charles Darwin n'est plus qu'une simple théorie de l'évolution. C'est un appel à l'exploration intellectuelle, une invitation à questionner nos propres croyances et à embrasser la complexité de la vie. Il a ouvert la voie à des générations de scientifiques, philosophes et penseurs, les incitant à s'interroger sur la nature humaine, sur nos relations avec les autres et sur le vaste monde qui nous entoure. Dans les heures sombres de l'incompréhension et de l'hostilité, il reste une source d'inspiration, un phare dans la nuit qui nous rappelle que la quête de vérité nécessite du courage et de la persévérance. Son nom résonne encore aujourd'hui, non seulement dans les cercles scientifiques, mais aussi dans les débats éthiques et sociaux qui façonnent notre monde. La biologie évolutive, nourrie par ses idées, continue d'évoluer. Les questions soulevées par ces travaux nous poussent à réfléchir sur notre rôle en tant qu'être humain, sur la manière dont nous nous relions les uns aux autres et à la planète. La théorie de Darwin, bien plus qu'un simple produit de son époque, reste un puissant catalyseur de réflexion. En plongeant dans l'essence même de sa pensée, nous réalisons que nous sommes tous partie prenante d'un voyage collectif. Un voyage qui, au-delà de la biologie, interroge les fondements mêmes de notre existence. Ainsi, chaque découverte, chaque avancée scientifique est un pas supplémentaire vers une compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'immensité de l'univers.
Charles Darwin, avec sa vision audacieuse, a ouvert une voie que nous continuons d'explorer. Son héritage est un appel à la curiosité, à l'empathie et à la responsabilité envers les générations futures. Dans chaque battement d'aile d'un pinson des Galapagos, dans chaque écosystème fragile de notre planète, il y a un écho de son esprit, un rappel constant que la vie est un phénomène en constante évolution, à la fois magnifique et complexe.